Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Après la saisie de ses biens par la justice, Bernard Tapie affirme qu'il va se battre. L'homme d'affaires se défend vigoureusement et estime qu'il est présumé coupable dans l'affaire Adidas, où il est mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Mais il ne s'avoue pas vaincu. Extrait et analyse ce soir avec notre club d'éditorialistes. La réforme des retraites qui se prépare cristallise les mécontentements à gauche, tandis que le gouvernement entame les négociations avec les partenaires sociaux. Les coups de boutoir se multiplient, pétitions et textes à minima du PS. La gauche veut faire barrage à une réforme impopulaire avant les élections municipales. Notre invité ce soir, c'est le chef de file du courant Maintenant la gauche, Emmanuel Morel, tout à l'heure. Les ténors socialistes du Sénat reçus à déjeuner à l'Élysée, l'occasion d'évoquer notamment la majorité souvent mise à mal sur des textes clés au Palais du Luxembourg. Les détails à suivre. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est bien connu, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et Bernard Tapie est passé une nouvelle fois à l'offensive. L'homme d'affaires conteste la saisie de ses biens par la justice et fustige la décision de Pierre Moscovici qui aurait, selon lui, suggéré de telles mesures. Mis en examen pour escroquerie en bande organisée dans l'affaire Adidas, Bernard Tapie se montre combatif. On voit tout cela avec Véronique Pagnon. Je m'explique, si vous voulez bien me laisser le temps. Pugnace, hableur, comme d'habitude, Bernard Tapie s'est défendu pendant 45 minutes. Alors que la justice a saisi aujourd'hui ses biens à titre conservatoire, l'homme d'affaires met en cause l'actuel ministre de l'économie. Monsieur Moscovici dit « j'ai suggéré au juge qu'on lui saisisse ses biens pour qu'au cas où il serait condamné, on puisse les récupérer. » Le procédé qui consiste à ce que l'État se substitue à une société commerciale, même si elle lui appartient, c'est un détournement total. Bernard Tapie se sent exécuté avant d'être condamné. Égal à lui-même, l'homme d'affaires use de sa rhétorique. S'il incrimine Pierre Moscovici et plusieurs socialistes, y compris Jean-Marc Ayrault, il ne vise pas pour autant l'Élysée. Je ne crois pas une minute que le président de la République actuel soit à la manœuvre de cette affaire. Je crois qu'il laisse faire. Aujourd'hui, Bernard Tapie ne peut plus vendre aucun de ses biens saisis, ni utiliser 6 de ses comptes bancaires qui viennent d'être bloqués. Il compte engager un recours devant la Chambre des mises en accusation, lui qui se déclare présumé coupable. Et on va préciser ce soir que cette saisie des biens de l'homme d'affaires est de nature conservatoire. Autrement dit, elle est provisoire. C'est une garantie pour les créanciers en attendant le jugement. Et dans le cas de Bernard Tapie, les juges ont notamment fait saisir 2 assurances-vie souscrites par l'homme d'affaires et son épouse en novembre 2008. Également concernée, la villa à Saint-Tropez, achetée 48 millions d'euros, ainsi que les parts sociales détenues dans son hôtel particulier de la rue des Saints-Pères à Paris. Les détails avec Flora Sauvage et Faustine Saint-Geniès. Frapper là où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille. C'est la stratégie des juges en charge de l'affaire Tapie. Villa à Saint-Tropez, hôtel particulier rue des Saints-Pères dans le 7e arrondissement de Paris. Les magistrats ont saisi une partie des biens de Bernard Tapie. Les juges ont également saisi 2 assurances-vie souscrites par le couple Tapie en 2008 grâce aux 45 millions d'euros qui leur avaient été versés au titre de préjudice moral. Les juges ont également sollicité l'avis du parquet pour la saisie de 6 comptes bancaires, d'un contrat d'assurance-vie de 180 millions d'euros détenu par la holding Groupe Bernard Tapie et des parts de l'homme d'affaires dans le groupe Hersant qui comporte les journaux La Provence et Nice Matin, rachetés au début de l'année. La saisie des biens de Bernard Tapie permet d'éviter qu'il n'organise son insolvabilité. L'homme d'affaires conserve la jouissance des lieux mais il ne peut plus les vendre. Ces biens pourraient servir à terme à indemniser les parties civiles. Ni son yacht, ni son jet privé n'ont été saisis. Voilà, et nous évoquerons en détail cette actualité autour de Bernard Tapie avec notre club d'éditorialistes tout à l'heure. Mais d'abord, l'actualité aujourd'hui, c'est aussi l'examen du texte sur la transparence de la vie publique. Un texte chahuté au Sénat par les radicaux de gauche. Et c'est une énième dispute conjugale entre les socialistes et leurs alliés au Sénat. Les détails avec Tam Tranui.
Hier, en séance publique, coup de théâtre. Le groupe RDSE, à majorité radicaux de gauche, traditionnels alliés des socialistes, s'oppose au texte sur la transparence de la vie publique. Il demande son renvoi en commission. Peu après 20 heures, la motion est adoptée. Pour les socialistes, ce n'est pas le fond du texte qui pose problème. Je crois que si le groupe RDSE hier a fait voter une motion, c'est pour des considérations générales qui ne sont pas forcément liées à une préoccupation sur la transparence. En engageant cette procédure, les radicaux ont voulu dénoncer un texte préparé à la hâte. Ils demandent plus de temps pour travailler et veulent être plus associés aux discussions. On est dans un système où le Parlement ne peut plus jouer son rôle. On contrarie les désirs de l'Élysée. Vous vous rendez compte? Une chambre qui en principe est un pouvoir, le pouvoir législatif, qui fait son travail, et c'est ça qui est scandaleux. La colère a été entendue par le président du Sénat, Jean-Pierre Bayle, pour qui la fragilité de la majorité est désormais une donne avec laquelle il faut composer. Ici, on ne peut pas partir le plus souvent sur des majorités qui seraient des majorités définitivement instituées. Souvent, la majorité est à construire. Nous avons certainement besoin de laisser du temps au débat, aux échanges, pour faire en sorte que le Sénat vote un texte sur un sujet qui est un sujet important et que les citoyens regardent avec beaucoup d'attention. Mais au fond, le manque de temps n'est pas le seul problème. Radicaux comme UMP ont surtout l'impression de payer les pots cassés de l'affaire Cahuzac et regrettent un texte avant tout écrit pour le symbole. Il y a une défaillance, celle de M. Cahuzac. C'est un membre du gouvernement et ce sont les parlementaires qui, depuis 1988, c'est-à-dire depuis 25 ans, sont contrôlés systématiquement et qui n'ont jamais fait l'objet, ni députés ni sénateurs, de condamnation quelconque pour leurs activités de parlementaires qui doivent payer. En attendant, la procédure repart de zéro. Dès demain, les sénateurs se réuniront en commission pour discuter du texte de l'Assemblée. Et cette majorité qui tangue a été évoquée ce midi lors d'un déjeuner à l'Élysée avec le président du Sénat et des ténors socialistes du Palais du Luxembourg. Alors que des textes délicats comme le non-cumul des mandats vont bientôt arriver, le gouvernement s'inquiète de cette majorité rebelle. Du côté du Sénat, on répond qu'il faut plus de temps pour le débat, notamment sur la transparence de la vie publique qui a créé, vous allez le voir, une situation sans précédent. Julie Hulin. La situation est inédite. Une motion de renvoi adoptée sur un texte inscrit à l'ordre du jour du gouvernement. Résultat, retour à la case départ. Le Sénat doit reprendre l'étude du texte tel qu'il lui a été transmis par l'Assemblée nationale. Comment les choses vont-elles maintenant se dérouler? Les différents groupes ont jusqu'à jeudi 10h pour déposer de nouveaux amendements. Jeudi après-midi, la commission des lois se réunira pour les étudier. Vendredi et lundi, l'examen du texte reprendra en séance publique. Un texte qui sera adopté ou rejeté à la fin des discussions. La situation étant inédite, si une motion devait être à nouveau déposée, le bureau du Sénat devrait trancher sur sa recevabilité. La suite du 22h est retour sur l'actualité de cette journée avec la saisie des biens de Bernard Tapie par la justice. L'homme d'affaires mis en examen pour escroquerie en bande organisée dans l'affaire Adidas se défend vigoureusement. Il conteste la saisie conservatoire de ses biens. Il s'estime présumé coupable et fustige une situation dans laquelle il est exécuté avant d'être condamné. On l'écoute. Je ne savais pas que je vivais dans un pays où on peut exécuter des gens avant d'avoir été condamné. Franchement, je ne savais pas. Et je savais d'autant moins qu'on fait quand même partie plutôt des gens qui donnent des leçons sur les droits de l'homme, à l'étranger en particulier. Si vous voulez, c'est un peu la mort avant la mort. Et sur ce sujet, justement, le club d'éditorialistes du mercredi soir avec Marion Moore. Bonsoir Marion. Bonsoir Seigneur. Journaliste politique aux Inrecuptibles. Avec nous également Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir. Bonsoir. Directeur de publication et cofondateur du site Atlantico. Notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombaud nous accompagne. Bonsoir Sonia. Bonsoir Jean-Louis. Et Hervé Baudry, notre dessinateur, qui va croquer
Hervé, les multiples facettes de Bernard Tapie qui incarne tant de registres à la fois. Il est son propre avocat, son propre communicant et aussi sa propre caricature. Je lui ai trouvé un autre rôle, vous allez voir tout à l'heure. Ça m'inquiète. Mais vous êtes gâtés ce soir avec un tel personnage. Ah oui, ça c'est formidable. Puis il y en a d'autres qui reviennent aussi. Aussi, il y a des revenants. Alors messieurs, madame, d'abord, votre première impression sur sa prestation ce soir, à la fois d'ailleurs chez nos confrères d'Europe 1 et d'ITélé et aux 20h de TF1, comment l'avez-vous trouvé? Jean-Sébastien Ferjou, Bernard Tapie. Oh ben, égal à lui-même, enfin, c'est assurément une bête de scène. Il est assez habile pour mélanger des vérités et puis des choses qui sont un peu moins précises, à commencer par ce qu'il disait sur la saisie, puisque c'est une saisie conservatoire, comme vous le rappeliez. C'est-à-dire qu'il a la jouissance vraiment réelle de ses biens. On ne lui a pas retiré. Il n'est pas ce soir à la rue où il peut toujours aller à Saint-Tropez. Oui, mais la manière dont il le présentait, ça donnait effectivement l'impression qu'on lui avait retiré tous ses biens. Donc après, effectivement, cette mesure-là, elle est relativement exceptionnelle pour des citoyens français. Elle vise à éviter qu'il organise son insolvabilité. Une garantie pour les créanciers en attendant le jugement final, s'il est d'ailleurs en leur faveur. Exactement. Sur la forme, Marion Monge, Bernard Tapie, il reste le combattant que l'on connaît, le taureau qui charge, qui fume, qui écume. Ah oui, il était très offensif. On a assisté à 2 one-man shows, l'un qui était plus long que l'autre, mais c'est vrai qu'il est combattant, attaquant le gouvernement, attaquant les socialistes en ciblant le ministre de l'économie, en écorchant son nom, alors qu'il le connaît bien comme tout citoyen français. Donc il y avait évidemment une part de comédie, et il est très habile, et en même temps il parle très simplement, donc c'est une manière aussi d'être assez proche des citoyens et en même temps il y a des moments où on ne comprend rien. Donc c'est aussi une manière de noyer un peu l'affaire. Oui, parce que l'affaire est extrêmement complexe. Sur la forme, Jean-Louis Gombault, avant d'entrer dans le détail, est-ce qu'on peut résumer ces prestations par 3 mots? Attaque, charisme et culot quand même. Quel culot? Attaque, charisme, culot. Oui, ça me paraît tout à fait juste. L'homme n'est pas touché. L'homme n'est pas touché. Il a 70 ans, il se bat comme s'il en avait 30 ou 40. Et il défend son dossier sur toute la ligne, sur la ligne économique. Oui, j'ai été floué par le Crédit Lyonnais et il essaie d'argumenter pour la énième fois. Et je l'ai trouvé assez solide sur le dossier judiciaire. C'est-à-dire non, vous n'arriverez pas à démontrer que l'arbitrage a été truqué. Non, je n'ai pas eu des connivences avec le pouvoir politique pour faire avancer mes thèses, et de manière très affirmative. Ce point est important. Vous dites qu'il est plutôt serein sur la suite de l'arbitrage, même s'il est cassé et annulé. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va y avoir une longue poursuite, procédure judiciaire, un peu une loterie judiciaire. Je crois qu'il pense que pense tout le monde. C'est-à-dire d'abord que ce sera extrêmement difficile de démontrer qu'il y a effectivement escroquerie en bande organisée, même si les pièces du puzzle s'accumulent. Par ailleurs, ce n'est pas parce que les juges diront qu'il y a eu escroquerie qu'il sera jugé comme escroc par un tribunal pénal. Ça va prendre énormément de temps, et une fois même au pire des cas qu'il sera jugé sur le plan pénal, il peut reprendre, comme il l'a dit d'ailleurs ce soir, reprendre l'affaire au départ, et il dit: vous verrez, si on annule cet arbitrage, ce qu'il ne croit pas, il a dit que ça ne sera pas possible, si on annule cet arbitrage, on reviendra aux juridictions normales, et l'État sera encore beaucoup plus perdant parce que mon dossier économique est solide. Et donc j'ai trouvé qu'il avait bien bouclé son opération globalement. Alors, on va parler de ces détails. Jean-Sébastien Ferjou, quelle image il a aujourd'hui dans l'opinion, Bernard Tapie? C'est difficile à dire tant il suscite les passions, mais est-ce qu'il peut encore se présenter comme l'homme du peuple, entrer un peu par réfraction chez les élites? En tout cas, c'est ce qu'il fait. Après, c'est difficile d'estimer la manière. Parce qu'il avait avant un vrai lien d'affectivité avec les gens. Il n'y a pas beaucoup de politique. Il en a toujours un peu abusé, parce qu'il a toujours expliqué qu'il était autodidacte. Ça n'est pas vrai. Il a fait une école de commerce, si je me souviens bien. Enfin, il a toujours habilement exploité sa personnalité, justement pour faire jouer un peu un rôle de Scaramouche, en quelque sorte. Mais il bénéficie aussi de l'image de l'OM et qui lui colle à la peau, et c'est vrai qu'à Marseille, il reste très populaire. Il bénéficie surtout, je pense, de celui qui est capable de mettre les pieds dans le plat et d'appeler un chat dans un univers beaucoup plus feutré où les gens sont sur des formes beaucoup plus convenues. Et après, le titre de son livre, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il dit un scandale d'État, oui, mais pas celui qu'il vous raconte. Je suis assez d'accord avec lui, sauf que ça n'est pas non plus celui qu'il raconte lui. Oui, alors quel est le vôtre? Le mien, oui, chacun le sien, chacun son scandale Tapie. Tout à fait.
Non, c'est qu'au-delà du fond de cette histoire-là, qui est de toute façon assez difficile, enfin, il y a à la fois a-t-il été ou non escroqué, puis après, y a-t-il eu ou pas escroquerie dans l'arbitrage, qui sont deux questions totalement distinctes finalement. Mais au-delà de ça, c'est tout un système, c'est la consanguinité des élites françaises. Parce que c'est quoi l'histoire de Bernard Tapie? C'est Bernard Tapie qui rachète Adidas sans avoir 1 euro devant lui, grâce au Crédit Lyonnais, sur ordre politique, parce qu'à l'époque, il est l'ami du pouvoir socialiste. Et puis, à tous les échelons de l'histoire, finalement, ses relations avec le pouvoir politique du moment, qu'il soit socialiste ou qu'il finisse par devenir UMP ou celui du quinquennat de Nicolas Sarkozy, il arrive toujours à s'en tirer par ses relations, quoi qu'il en dise, quelle que soit sa manière et ses formules plus ou moins habiles. Et moi, le vrai scandale, à mes yeux, c'est celui-là. Mais tout comme à l'époque, quand on a demandé à Sanofi de racheter Yves Saint Laurent pour faire plaisir à Pierre Berger, je ne sais pas s'il y avait une grande logique industrielle à ce qu'une entreprise pharmaceutique rachète Saint Laurent. Et c'est ça le vrai scandale Tapie. C'est qu'il est extrêmement révélateur de cette espèce de consanguinité qui fait qu'on en arrive à ces histoires-là. Marion, je vous laisse la parole, mais on fait un détour par la caricature d'Hervé Baudry. Il y a un tapis thon. Oui, il va falloir l'aider. Un appel à la mobilisation. Parce qu'en tous les cas, ce soir, Bernard Tapie ne règne plus en maître sur son patrimoine immobilier et financier. Il en a la jouissance, pas plus. Oui, il ne peut pas vendre, c'est bien. Voilà. Mais là où il est très fort, et vous utilisiez ce mot de culot, c'est que il utilise cette menace de dire « attention, je vais pouvoir aller plus loin que ce que vous êtes en train de faire, donc je vais pouvoir recommencer l'affaire ». Et on lui reproche ses liens avec Nicolas Sarkozy, et il dit pendant cette interview « je continue à voir Nicolas Sarkozy ». Donc il est quand même très fort de, à chaque fois, remettre 1 euro dans la machine, et c'est par ce culot, par cette provocation à chaque fois, qu'il s'en sort en fait, qui rebondit. Parce que sur le fond, je pense que cette histoire-là, mais en essayant de m'y intéresser, mais elle est extrêmement complexe, c'est que peut-être il a juridiquement raison, sauf qu'il aurait aussi dans le même temps économiquement ou moralement tort, parce que tout dépend de la manière dont on le regarde. C'est effectivement probablement dans la manière dont le Crédit Lyonnais a vendu Adidas, ils ont commis une erreur dans le montage financier. Ça, on n'en parle pas assez, la justice l'a reconnu, ça a été reconnu. Une faute du Crédit Lyonnais. Une faute, oui. Après, est-ce que cette faute-là, dans le montage financier au moment de la vente, est-ce qu'elle, pour autant, elle signifie que sur la valeur réelle d'Adidas, il a été floué? C'est aussi une toute autre question, et je pense que là-dessus, non, il n'a pas été floué, parce qu'encore une fois, il a racheté Adidas avec 0 euro. Il en est ressorti 2 ans après, en ayant fait une plus-value, malgré tout, plusieurs centaines de millions de francs à l'époque, sans jamais avoir investi le moindre... Et à l'époque, il n'a pas contesté non plus. C'est plusieurs années après que ses avocats, parce qu'il était dans des contentieux avec l'État, notamment pour sa dette fiscale, qu'à ce moment-là, lui ou ses avocats se sont rendus compte que le Crédit Lyonnais avait fait cette faute, pour reprendre l'expression de Jean-Louis, et que là ils se sont dit ah bah tiens, c'est le moment, c'est le moyen de revenir sur toute l'histoire. Et donc on est dans une histoire qui est incroyablement complexe. Au départ, il y aurait peut-être il y a eu un péché original du Crédit Lyonnais. Il y a eu un péché originel. Il y en a eu 2 d'ailleurs en fin de compte. Il y en a eu un qui consiste à prêter 1,6 milliard du Crédit Lyonnais, alors qu'on savait que Tapie était au bord de la déroute déjà, donc le Crédit Lyonnais prête 1,6 milliard, et ensuite le Crédit Lyonnais va prêter, alors cette fois-là, 2 milliards à tous les gens qui acceptent de racheter, racheter Adidas au bénéfice de Bernard Tapie pour le sauver de la déroute. Et donc, il y a effectivement une collusion qui s'établit entre le pouvoir socialiste de l'époque, essentiellement M. Mitterrand et M. Bérégovoy, et avec l'obligation donnée au Crédit Lyonnais de vendre Adidas avant mars 93, parce qu'il faut qu'il devienne ministre. Vous imaginez, vous mettez votre maison en vente, en disant je veux la vendre avant la fin juillet, les gens ne vont pas se précipiter, effectivement, ils vont attendre que les prix baissent. Et ensuite, ce que je trouve incroyable dans la démonstration de Bernard Tapie, c'est qu'effectivement, il récolte 2 milliards de la vente de son opération Adidas. Robert Louis Dreyfus redresse la situation, il va s'installer d'ailleurs en Allemagne, il redresse la situation d'Adidas, et effectivement au bout du bout ça vaut 3,6 milliards, et il dit le 1,6 milliard de différence c'est pour moi, alors que non. Il ne le disait pas à l'époque. D'autant que l'arrivée de Robert Louis Dreyfus, elle était prévue dans le contrat de vente. Tout à fait. C'était déjà 15%. Prévu. Vous parliez du pouvoir socialiste qui ciblait. Il a aussi fait un trait d'union avec le pouvoir socialiste actuel, en parlant même d'une conspiration. Alors, oui, il n'a pas voulu prononcer ni le mot complot ni conspiration, mais il a ironisé, il a raillé un peu. Il a fait beaucoup d'ironie. En évitant de parler de François Hollande, qu'il a... Oui, mais là aussi, il y avait du second degré en disant... je ne cible pas le président, mais
En même temps, il n'intervient pas parce qu'il n'est pas vous parlez un peu de complot, regardez la caricature d'Hervé Baudry. Est-ce qu'il y a acharnement sur Bernard Tapie? Peut-être qu'on pourrait lui reprocher l'incendie qui a ravagé malheureusement aujourd'hui l'hôtel Lambert. Il faut surveiller ses biens maintenant. Je vous jure. Oui, surtout s'ils appartiennent à l'État. Mais sur le rôle... incroyablement politique, simplement un mot pour dire qu'il est incroyablement politique. Il était politique dans ses déclarations. Voilà, et comme il termine son interview, comme c'est très important, pour dire je vais aller sur les marchés, je vais non pas revenir pour être élu, j'ai pas d'ambition. Ça a donné des sueurs froides à beaucoup de monde. Je vais revenir surtout sur la ville de Marseille pour faire reculer le Front National. Donc il est politique de bout en bout. Oui, pour lui le FN est trop fort puisqu'il y a un sondage qui est sorti et qui est à plus de 25%. Et il dit mon but c'est de le faire redescendre. On va rappeler aux téléspectateurs, peut-être aux plus jeunes, que ça a été son combat de toujours contre le FN. C'était le seul, on se souvient tous, qui était capable d'affronter Jean-Marie Le Pen. Il y avait même des émissions de télévision à l'époque où personne n'allait et lui allait justement pour affronter Jean-Marie Le Pen. Il était même rentré une fois dans un meeting parler aux militants de Jean-Marie Le Pen dans un meeting Front National. Je me souviens aussi d'ailleurs qu'il ne parlait pas seulement aux militants, qu'il a été raconté par des proches de Jean-Marie Le Pen qu'il parlait aussi avec Jean-Marie Le Pen et qu'en fait il s'était mis d'accord. Parce qu'avec sa gouaille habituelle, il a démenti sans jamais réellement parler du fond d'ailleurs, mais simplement en jouant un jeu sur l'absurde. Mais effectivement, c'est le Front National, il y a des relations avec lui. Parlons plus précisément du rôle de l'État et de l'action de Pierre Moscovici, puisque Pierre Moscovici a dit aujourd'hui, quand même au détour d'une phrase, qu'il a demandé quelque part ces mesures conservatoires à la justice pour garantir aussi, pour défendre les intérêts de l'État. Est-ce que c'est une procédure logique? Oui, c'est normal. Il est partie civile. Enfin, je ne sais pas si c'est normal, un juriste pourra mieux répondre que moi, mais il est partie civile. Il ne veut pas que M. Tapie organise soit sa faillite, soit sorte le capital et les intérêts de ses affaires à l'étranger, et il demande à la justice une saisie conservatoire des biens par méfiance vis-à-vis de l'action que pourrait entraîner M. Bernard Tapie. Mais est-ce que ce n'est pas normal puisque lui-même est partie civile dans cette opération? Une autre question, j'aimerais bien avoir des réponses à ce sujet, c'est le gouvernement à un moment fait-il le calcul de combien ça va coûter? Parce que quand bien même effectivement Bernard Tapie aurait tort, on va repartir sur des procédures judiciaires parce que l'arbitrage avait été choisi parce qu'il y avait 9 procédures, il y a quand même déjà des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros qui ont été dépensés en frais d'avocat. Il faut rappeler aussi que l'État ne contrôle pas ces frais d'avocat. On a vu les chiffres, le CDR ne contrôlait pas, on ne va pas citer le nom du cabinet, mais voilà, qui avait explosé son plafond de dépenses. Donc là, on est reparti. Pourquoi? C'est pour finir du point de vue du contribuable, au-delà de sa culpabilité ou non. Dans le livre de Bernard Tapie, il dit ceci, il estime, je cite, ne pas avoir coûté un sou au contribuable, à qui il a au contraire rapporté beaucoup, ça je ne sais pas, mais il dit que s'il n'y a pas eu arbitrage, s'il n'y a pas arbitrage, enfin s'il est annulé, ça peut être vraiment pire pour la suite. Ouais, il y a quand même eu des dédommagements de 45 millions. Donc ça, ce qui a été rappelé d'ailleurs pendant l'interview, que ça pouvait être moralement mal compris par l'opinion. Et il a eu sur le mot. Oui, et il a eu du mal à se défendre à ce moment-là quand même. Bernard Tapie est convaincu qu'il a été roulé de 3 milliards. Donc il dit, si on reprend les affaires judiciaires, ça vous coûtera pas 3 milliards. Parce qu'entre les époques, on ne sait plus. Pourquoi on en est? Voilà, il est convaincu qu'il justement contre de francs. Donc il est convaincu de non, je sais même plus. D'euros. Il est convaincu d'euros. Il est convaincu qu'il a été roulé de 3 milliards d'euros. Et donc ces conditions disent ça vous a coûté 450 millions d'euros, ça peut vous coûter 3 milliards d'euros. Ça c'est sa conviction. Si on reprenait tout au point de départ. Mais pour répondre à la question de Jean-Sébastien, je pense que le problème pour Moscovici n'est pas d'ordre financier. Je crois que quelque part, ils veulent que ce soit l'escroquerie en bande organisée, c'est-à-dire qu'on arrive surtout... C'est surtout ça l'intention. Après, bon, ça coûtera ce que ça coûtera. L'ombre de responsables politiques qui ont été au premier plan, évidemment. Et Bernard Tapie a rappelé aujourd'hui que la décision a été prise uniquement par Christine Lagarde et que Nicolas Sarkozy n'a fait que l'entériner. On n'y était pas. Donc, non, heureusement qu'on n'y était pas d'ailleurs. On ne peut pas avoir de problème, nous. Il y a eu 22 rendez-vous avec Nicolas Sarkozy et donc ça semble bizarre qu'il n'en ait jamais parlé alors qu'il a rencontré... Mais toute la question est quel est le mobile? On ne trouve pas ce mobile. Pourquoi lui aurait-on accordé cet arbitrage? Pourquoi? La question est toujours la même. C'est pas illogique d'avoir recours à l'arbitrage, justement, encore une fois, par rapport à l'appréciation de l'ensemble des procédures en cours, du fait que ça durait depuis des années et que, oui, mais ça pouvait aussi coûter plus cher.
Donc voilà, à un moment, on dit, en termes de risque, oui, soit plus, soit moins, en fait. Alors la caricature d'Hervé Baudry mêle à la fois cette affaire et la politique. Mais oui, ce n'est plus Tapie qui va nous aider, non? Que d'argent, que d'argent. Je ne sais pas s'il aurait donné à l'UMP. En tous les cas, on va écouter justement Bernard Tapie sur son engagement politique et toujours sa passion restée intacte. Il l'a rappelé aujourd'hui. Écoutez. Un sondage de ce matin m'indique que le Front National à Marseille, qui est la ville de mon cœur, qui est celle que je préfère au monde, a un Front National qui est numéro 2 à plus de 25 ou 27 ou 28%. Si la situation perdure dans ce sens-là, je ferai les marchés, je ferai les écoles, je ferai des réunions publiques pour le faire reculer là où il doit être. D'abord, ma famille politique, c'est quoi? C'est les radicaux. Les radicaux. Oui. Est-ce que ça veut dire que... Mais je vais demander à Bailey, il va me dire s'il accepte que je reparte avec lui pour faire quelques campagnes, quelques marchés, quelques villes. Vous savez, j'en ai fait élire des gens. Jean-Sébastien Ferjou, il y a une ambiguïté, je crois peut-être qu'elle est d'ailleurs intentionnelle de la part de Bernard Tapie. Sa famille, c'est les radicaux, il va demander à être sur une liste, mais quelle liste? Il faudrait poser la question à Christiane Taubira aussi, si en tant que radical et garde des Sceaux, ça l'intéresserait que Bernard Tapie fasse son retour en politique dans sa famille. Il finit son livre avec des lettres capitales en disant « je ne referai jamais de politique ». Donc c'est toujours très ambigu. Et pour Hervé Baudry, plus belle la vie avec Nanar. S'il revient sur Marseille, voilà son slogan. Oui, c'est pas mal, c'est une proposition. En tout cas, c'est peut-être le dernier combat du gladiateur Tapie, Jean-Luc Gombault, parce que quand même, c'est un coup de bambou aujourd'hui, cette saisie des biens, malgré tout. C'est un coup de bambou, mais je pense que quand on l'écoutait, moi je l'ai écouté sur Europe, je pense que ça n'a pas l'air de le troubler plus que cela. Enfin, en tout cas, il n'a pas l'air perturbé par ces décisions. Je crois qu'il est convaincu de son bon droit, qu'il a été floué, qu'à la fin, il finira par gagner. C'est un homme qui est omnibulé par ce problème de la gagne et ça reste vif. Il est convaincu qu'on ne prouvera pas l'escroquerie. Il a déjà été saisi par le Crédit Lyonnais, rappelez-vous, lorsqu'il a été déclaré en faillite par le Crédit Lyonnais. Et il a rebondi. Je pense que ce n'est pas un homme qui est atteint par ces affaires. En tout cas, je vais rappeler en tout cas les personnes pas impliquées, mais les protagonistes de cette affaire. Il y a le patron d'Orange, il y a l'ex-président du CDR, il y a le juge Estoup, il y a l'avocat de Tapie, il y a Tapie lui-même qui est mis en examen, il y a Christine Lagarde qui est placée sous le statut de témoin assisté. C'est une affaire à tiroir. Jusqu'où, jusqu'à quand? Est-ce qu'on connaîtra un jour le fin mot de l'histoire ou la vérité? C'est un peu compliqué la vérité peut-être. Surtout qu'elle potentiellement elle peut exister à différents niveaux, encore une fois, entre des considérations plus techniques et des considérations de logique ou de dynamique financière, c'est pas la même chose. On n'a pas fini d'entendre parler de cette affaire donc. C'est un peu le jeu des 7 familles, quoi. Oui. Alors, comme tous les mercredis à présent, je vous propose de passer à la revue de presse des hebdos, à retrouver demain dans les kiosques. Et on commence par la une mystère, vous allez le voir, du Point avec les plus grands traîtres de l'histoire, à la fois honnis et fascinants. Ils font l'histoire et notre imaginaire. Et le premier d'entre eux, selon vous, c'est qui? Selon le premier traître, c'est Judas. Judas, qui signifie d'ailleurs traître, perfide. Et on peut aussi citer, c'est ce que fait l'hebdomadaire, Joseph Fouché, qui aura servi tout et tout le monde tout au long de sa vie. Le Nouvel Observateur qui consacre sa une au secret d'un étrange retour. Et ce retour, c'est celui de Nicolas Sarkozy. Non, il n'a pas changé, affirme l'hebdomadaire avec un article intitulé « L'illusionniste revient ». Votre réaction, votre avis, Jean-Sébastien Ferjou, sur ce vrai faux retour cette semaine? Moi, je pense que c'était une opération de com très bien maîtrisée, très bien réussie, et que les conseillers de François Hollande devraient peut-être s'en inspirer d'ailleurs, parce que quand on voit à quel point il était suivi même dans les rues, etc., alors que c'est quand même une sorte de non-événement finalement, quand on y pense vraiment sur le fond. D'où la volonté de ne pas laisser le dernier mot à Nicolas Sarkozy, puisque François Hollande fait son discours le 14 juillet. Exactement. L'Express à présent qui titre sur ces... les chiffres d'audience entre les deux. Oh, vous êtes méchant là. Oui. Mais non, mais les derniers chiffres d'audience de François Hollande étaient moins bons que ceux de Bernard Tapie. L'Express qui titre sur ces élus qui embauchent leurs proches, c'est-à-dire leurs conjoints, leurs enfants, leurs neveux. Et la liste est longue. Au Parlement, comme dans certaines collectivités locales, on ne compte plus les postes offerts à des parents. Alors, emploi réel ou complaisance, enquête à découvrir dans l'Express. Ça vous inspire, Jean-Luc Gombault? Le chômage frappe tout le monde.
Les Inrocks, Marion Mourgue, avec un air de vacances qui met en une le retour euphorique du groupe Franz Ferdinand. Côté politique, le magazine propose ses solutions pour soigner la gauche, bouclier vital pour soigner les précaires, investissement massif dans le logement ou encore impôt européen sur les bénéfices. Ça vous inspire, Hervé Baudry? Non, moi j'ai trouvé un petit cadeau à offrir à notre président pour le défilé. Il y a une lunette de soleil et puis éventuellement un petit parapluie parce qu'il n'a jamais été gâté dans les réunions, les manifestations publiques. Non, donc, il va pas. Oui, il pleut souvent quand il défile. Et on termine par un article du New York Times. Oui, le New York Times qui a consacré, un article, passe à une, un ministre français. Alors devinez, c'est lequel? Il est dépeint en héros romantique. Il s'agit de... Je l'ai en face de moi. Vous l'avez, oui, bon, avec la photo. Bon, mon effet fait plouf, mais il s'agit du ministre du redressement productif Arnaud Montebourg. Dans une chronique, la journaliste bien connue du quotidien américain, c'est Maureen Dowd, qui déplorait le week-end dernier d'ailleurs le mal-être général qui touche la France, dresse cette fois-ci le portrait plutôt flatteur d'un optimiste au royaume des sinistres. Montebourg, cet homme, je cite, grand et élégant, en costume et cravate noire, que les lectrices du magazine Elle placent dans les premiers noms de leur liste pour un flirt de vacances. Wow. Ça, c'est une analyse politique. Il a plus de cheveux que moi. C'est dû au vol. Elle le voit tout en noir. Je ne vous ferai pas réagir à cela. Merci d'avoir été nos invités pour ce club éditorialiste. Merci beaucoup Hervé Baudry pour vos dessins, Marion Mourgue. Merci Jean-Sébastien Ferjot et notre chroniqueur Jean-Yves Gombaud. Merci à vous. En bref, à présent, dans l'actualité, Christine Boutin qui a démissionné aujourd'hui de la présidence du Parti chrétien-démocrate, très en pointe dans la lutte contre le mariage homosexuel. Elle se lance dans la défense des valeurs de la famille lors des élections européennes de 2014, un projet qu'elle juge, je cite, trop monothématique pour le parti qu'elle présidait. La suite du 22h à présent. Dans un instant, nous parlerons de la réforme des retraites qui se prépare et qui, vous allez le voir, cristallise les mécontentements à gauche. Tandis que le gouvernement entame les négociations avec les partenaires sociaux, les coups de boutoir se multiplient. Invité sur ce sujet, c'est le chef de file du courant, maintenant la gauche, Emmanuel Morel. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé par Faustine Saint-Geniès. François Hollande en direct de l'Elysée le 14 juillet. Le président de la République accordera un entretien à TF1 et France 2. Pourtant, le 18 avril 2012, le candidat Hollande avait prévenu « Je ne ferai pas d'émission en direct de l'Elysée ». L'année dernière, pour le premier 14 juillet de son mandat, il avait tenu parole. L'interview traditionnelle n'avait pas eu lieu depuis la présidence, mais depuis l'hôtel de la Marine, place de la Concorde. Deux groupes d'extrême droite dissous. Le gouvernement a décidé de se débarrasser de Troisième Voie et des jeunesses nationalistes révolutionnaires dans son viseur depuis la mort de Clément Méric, ce militant d'extrême gauche. Serge Ayoub, le leader de ces mouvements, avait pourtant annoncé leur autodissolution il y a 15 jours. Le gouvernement estime qu'ils continuent leur activité politique et souhaite éviter toute reformation. Serge Ayoub a décidé d'attaquer le décret devant le Conseil d'État. 812 millions d'euros versés à tort à des chômeurs par Pôle emploi. C'est ce que révèle un rapport du médiateur pour l'année 2012. En cause, des périodes de travail non déclarées ou déclarées trop tard par les inscrits à Pôle emploi, ou encore des erreurs de calcul des agents. Un problème en partie corrigé, puisque Pôle emploi a pu récupérer 524 millions d'euros, 65% de la somme. Le médiateur plaide, lui, pour une refonte des règles de calcul. Les radicaux en ordre de bataille pour les retraites. Le groupe réuni ce matin affûte ses propositions alors que le gouvernement a annoncé plusieurs grandes lignes en début de semaine. Objectif, trouver rapidement 20 milliards d'euros par an à horizon 2020 pour assurer l'équilibre des régimes de retraite. Est-ce que c'est 40 ans? Est-ce que c'est 41 ans? Est-ce que c'est 42? Je crois que ce travail-là doit être fait et construit. Aujourd'hui, on le voit, le recul de l'âge de la retraite est un recul théorique. Il y a encore beaucoup de personnes de 58, 59, 60 et autres qui sont au chômage. 4 syndicats appellent à manifester le 10 septembre prochain contre la réforme des retraites. L'hôtel Lambert à Paris, victime d'un incendie la nuit dernière. Le feu s'est déclaré dans la toiture de ce monument du XVIIe siècle, provoquant l'effondrement du plafond à plusieurs endroits. Une perte irremplaçable pour la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti. Un incendie qui ne semble pas d'origine criminelle, selon les enquêteurs. Des muezzines et des fidèles qui s'insultent en Égypte et en Turquie.
Un Bachar el-Assad tout-puissant qui tape sur un minaret. Le dessin du jour annonce un début de Ramadan sous tension, marqué par des violences dans plusieurs pays musulmans. Et l'invité politique du 22h à présent, il est vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, secrétaire national du Parti socialiste, chef de file du courant, maintenant la gauche. Emmanuel Morel, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Alors à gauche, Merci. Les initiatives se multiplient pour demander au gouvernement de ne pas mener sa réforme des retraites. Il y a eu votre lettre aux parlementaires socialistes, puis cette pétition lancée aujourd'hui pour s'opposer au projet de l'exécutif. Est-ce que vous croyez sincèrement que parce que vous l'exigez, François Hollande va faire machine arrière? Non. Non, je suis très honnête. Nous, ce qu'on essaye, c'est d'influencer le débat public et de faire en sorte que sur la question des retraites qui soulève de nombreuses inquiétudes, et notamment dans notre camp, dans les gens qui nous ont fait confiance, qui nous ont élus le 6 mai, eh bien, nous puissions avoir un débat serein et pas précipité. La lettre à laquelle vous faisiez allusion, elle disait quoi? Elle disait, est-ce que vraiment c'est opportun d'aller très très vite sur la réforme des retraites, alors même que chacun sait que la priorité aujourd'hui, c'est la lutte contre le chômage, c'est la lutte pour l'emploi. Et on ne peut pas additionner comme ça les priorités. Vous ouvrez le débat, et mais vous savez déjà que la réponse est non. Non, c'est parce que moi, vous savez, je ne désespère jamais de convaincre, a fortiori, mon président, celui pour lequel j'ai voté, pour lequel j'ai médité. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on dit, pourquoi il y aurait besoin de précipiter cette réforme? En réalité, c'est parce que la Commission européenne a publié un certain nombre de préconisations nous encourageant à aller loin dans les réformes structurelles. Oui. Et le président lui-même avait dit, ça n'est pas à M. Barroso de nous dicter notre calendrier. Ça, sur la bien, forme. moi, je suis mais sur le fond, il y a bien 7 milliards qui manquent pour 2020. Comment vous les obtenez? Madame, 7 milliards pour 2020, c'est pas beaucoup. Pourquoi? C'est lié à quoi? C'est lié essentiellement à la conjoncture économique. Si nous baissons le chômage, et si nous le faisons sensiblement, substantiellement, eh bien, le déficit de la branche retraite, mécaniquement, se réduira. Ce que je veux vous dire par là... Emmanuel Morel, si on a la croissance... C'est faire de la politique aussi, à un moment, c'est avoir la volonté de régler les problèmes. Par des réformes ambitieuses, peut-être. La réforme ambitieuse, vous voulez que je vous dise, c'est lutter contre le chômage. C'est la priorité absolue. Il faut s'en donner les moyens. Et les moyens, moi en tout cas, ce que je suggère, c'est une relance ambitieuse, à la fois relance des investissements, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement hier, c'est très bien, mais aussi relance par la consommation, relance du pouvoir d'achat. Et précisément, on est au cœur du problème des retraites. Alors, justement, le texte d'orientation sur les retraites du Parti socialiste fixe des lignes rouges à ne pas franchir, et notamment sur l'allongement de la durée de cotisation après 2020. Selon le parti, je crois que vous êtes totalement d'accord avec la ligne de votre parti d'ailleurs. Mais honnêtement, qui écoute le PS d'Harlem Désir au gouvernement et à l'Élysée? Ça vous fait sourire? Ça de dire ça. C'est une question. Non. Le Parti socialiste, c'est quand même le premier parti de France. Sincère, oui. Je suis totalement sincère, c'est le premier parti de France, c'est un grand parti, beaucoup de militants, beaucoup d'élus. Voilà pour la langue de bois. Mais pour beaucoup, y compris dans ce propre camp, l'actuel secrétaire national du PS est à côté de ses chaussures. Il n'est pas à la hauteur. C'est loin d'être Jospin ou Mitterrand. Non, mais il ne faut pas faire de comparaisons historiques qui n'ont pas de sens. François Hollande n'est pas François Mitterrand, Harlem Désir n'est pas Lionel Jospin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant et à quoi peut servir le Parti socialiste. Et ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé hier, avec le vote du texte sur les retraites, c'est que précisément, sans attendre la position du gouvernement, le Parti socialiste a dit « Nous sommes un parti autonome, nous voulons être fidèles au message qui a été porté par les militants depuis des années, et donc sur les retraites, nous avons notre avis. » C'est un acte d'autorité, donc? Non, c'est un acte d'autonomie pour peser dans le débat sur les retraites. Peser face à tous ceux qui nous présentent la situation de façon catastrophiste. D'un côté, le MEDEF, de l'autre côté, les tenants de l'idéologie dominante, qui parfois, c'est vrai, parfois sont repris par certains membres du gouvernement. Pas tous. Et moi, j'espère que ce débat, il aura permis de faire avancer les choses. Parce que vous savez, les Français, ils sont très attachés à la retraite par répartition. Et ils sont aussi conscients aujourd'hui que leur pouvoir d'achat, et notamment le pouvoir d'achat des ménages les moins aisés, doit être préservé. C'est notre priorité. Alors le débat est ouvert justement sur la réforme des retraites. Et si le gouvernement, Emmanuel Morel, ne vous écoute pas, je veux dire, quels sont vos moyens de pression? Est-ce que vous comptez manifester, vous qui faites quand même partie du PS, le 10 décembre prochain, lors de la journée d'action prévue par les syndicats? Vous aviez manifesté en 2010 à l'époque de l'autre réforme. Vous le feriez cette fois-ci aussi? J'avais même manifesté en 2003. Oui, peut-être même avec François Hollande d'ailleurs. Avec François Hollande, au premier rang, cette fois-ci, il ne sera pas avec vous, mais est-ce que vous y serez? C'est normal. Écoutez, je ne connais même pas le projet de loi du gouvernement. Il faut quand même l'attendre. Ce qui est sûr, c'est que moi, je me sens un militant libre. À partir du moment où, et c'était le cas, quand il y a eu l'accord national interprofessionnel, moi j'étais aux côtés des manifestants. Pourquoi?
parce que j'étais aux côtés de tous ceux qui avaient contribué à la victoire de François Hollande. Hein, la CGT, Force ouvrière, des militants de la CFDT. Donc moi, je ne considère pas que le mouvement social, quand il s'exprime, il va forcément à l'encontre des socialistes et de la gauche au pouvoir. Donc vous n'excluez pas en tant que militant qui croit encore d'être dans la rue le 10 décembre prochain. Je n'exclus rien, mais j'espère surtout ne pas y être. C'est-à-dire que j'espère, et même je crois, vous voulez que je vous dise, je crois que ce que nous avons dit hier, ce que nous disons aujourd'hui sera... J'essaye de l'être. Un naïf, non, je ne crois pas. Un optimiste, alors. Un optimiste, donc oui. Vous avez raisonnablement. Sur le projet du gouvernement. Moi, ce que je sais, c'est que le gouvernement, il écoute ses parlementaires, il écoute les gens qui ont voté pour François Hollande et ils en tiennent compte. À l'approche des élections municipales, est-ce qu'une réforme ambitieuse des retraites peut faire mal, vous dites, aux socialistes en vue de ce scrutin municipal ? Non, je pense pas qu'il faille faire le lien entre ces deux questions. La question des municipales, surtout, vous le savez bien, c'est déjà est-ce que oui ou non on arrivera à faire de l'unité de la gauche la règle et de la concurrence l'exception. Moi, c'est mon obsession parce que je ne pense que rien de grand de ce pays ne se fait à gauche, en tout cas, sans le rassemblement. Vous appelez aussi au rassemblement au premier tour, alors que le désir d'autonomie bourgeonne chez les Verts, mais aussi au front de gauche dans de très nombreuses villes. C'est vrai que ça bourgeonne, mais il ne faudrait pas que ça bourgeonne trop. Ça fleurit d'ailleurs. C'est la saison et en effet des fleurs. Mais faut faire. Moi, je préfère que les fruits, n'est-ce pas, qui viennent après les fleurs, soient des fruits qui nous permettent de nous rassembler tous. Mais en tout cas, je me bats pour ça. Qu'est-ce qu'il y a encore de commun entre toutes ces familles de gauche ? Vous plaisantez. Il y a une histoire commune, des valeurs communes, des objectifs communs. Et un projet commun aujourd'hui porté par le gouvernement, il se retrouve, le Front de gauche se retrouve... D'abord, je vous signale quand même que Europe Écologie Les Verts est dans le gouvernement. Donc déjà, il y a ça en commun, c'est pas rien. C'est vrai que parfois on a du mal à le croire. Je vous signale également que le Front de gauche a appelé clairement à voter pour François Hollande. Après, il y a des divergences, des désaccords, je ne vais pas vous le cacher. Mais ce qui est clair, et moi... Le président va s'exprimer dans quelques jours. Moi, j'espère qu'il a toujours dit qu'il y a une deuxième année du quinquennat, un l'an 2 du quinquennat. Vous la voyez, elle est arrivée ? L'offensive, je pense que non seulement ça passe par une inflexion de la politique économique, ça c'est sûr, c'est-à-dire la relance, clairement la relance, mais aussi par un nouveau pacte majoritaire qui inclut y compris le front de gauche, parce que ce n'est que rassembler que nous gagnerons. Donc vous attendez pour cette expression, cette allocution du chef de l'État en marge du défilé du 14 juillet, une politique de relance, une annonce, une politique de relance. Oui, bien sûr. Oui, et vous y croyez ? J'y crois. Je me bats pour ça en tout cas, vous voyez ? La politique, c'est ça. On se bat beaucoup et puis parfois on a raison et puis parfois on parvient à ses fins. Justement, est-ce qu'en tant que membre du Parti Socialiste, même si vous représentez un aile gauche, est-ce que vous vous sentez proche aujourd'hui de la politique menée par votre gouvernement ? Vous savez bien qu'on fait partie de ceux qui sont parfois circonspects et on a exprimé des désaccords, je ne vais pas le cacher, notamment sur le vote du traité, le TSCG, traité européen, qui avait été négocié par Nicolas Sarkozy, ou sur le pacte de compétitivité, dont moi j'ai toujours considéré qu'il n'était pas forcément opportun. Donc vous vous sentez proche ? Je me sens proche de mes camarades socialistes avec qui j'ai milité depuis des années. Mais par contre, j'aimerais que parfois ils entendent ce qu'on dit, parce que ce qu'on dit, c'est pas juste ce que disent quelques militants du Parti Socialiste. À la rigueur, c'est pas le problème. Mais moi, je pense que ce que je dis, à longueur de journée, ça représente des aspirations d'une bonne partie de notre électorat, de ceux qui nous ont fait confiance. C'est ça qui compte. Eh bien, nous verrons si vous êtes entendu. Merci beaucoup, Emmanuel Morel, d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, c'est l'émission Déshabillons-les. Je vous souhaite une douce et belle soirée. À demain, avec plaisir, bien sûr. C'est que l'Europe n'est pas à la hauteur de la crise économique, ta gueule, de la crise écologique et de la crise financière.
Il s'énerve, il énerve aussi parfois, tant il est hors norme dans le paysage politique avec ses colères, sa gouaille et ses coups de gueule, y compris contre son camp. Alors, à quel jeu joue Cohn-Bendit? Que penser de ces différentes facettes et quel bilan tire-t-il à l'heure où il annonce sa retraite d'Europe Écologie? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, un ovni de la politique. Daniel Cohn-Bendit, bonjour. Bonjour. On est ici dans votre bureau à Bruxelles. Alors nous, on fait beaucoup d'interviews de personnalités politiques, mais généralement, les personnalités sont derrière leur bureau. Et nous, quand on a préparé l'émission, on nous a dit ah non, Daniel Cohn-Bendit, surtout pas à son bureau, il déteste ça. Alors c'est quoi, vous êtes allergique au bureau? Ou c'est l'idée même du bureau qui vous déplaît profondément? Non, je trouve ça assez ridicule d'être derrière un bureau, ça fait faussement sérieux. Alors, ou on est sérieux ou on ne l'est pas, mais je trouve beaucoup plus agréable d'être dans un fauteuil et de vous regarder, de vous parler. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous avez annoncé là, très très sérieusement que vous preniez votre retraite de la vie politique, en tout cas en 2014. Vous l'avez annoncé à 68 ans. Et c'est vrai que la plupart des gens, quand ils pensent à 68, vous concernant, ils pensent plutôt à cette photo, cette image d'ailleurs que vous avez dans votre bureau. Alors vous avez déjà expliqué que vous viviez très bien avec avec le mythe de 68, on ne va pas revenir là-dessus. Mais la question qu'on se pose avec cette retraite annoncée à 68 ans, cette photo dans votre bureau, c'est est-ce que vous n'avez pas été un peu prisonnier du mythe de 68 quand même, de ce jeune homme-là? Non, pas du tout. C'est la femme de Gilles Caron qui vient de me l'envoyer. Et c'est mes collaboratrices qui ont trouvé ça drôle de me surprendre aujourd'hui avec cette photo. Ah, d'accord. Donc, en fait, elle est là pour la première fois. Voilà. D'accord, vous ne l'avez pas depuis des années, tous les jours? Non, pas du tout. Depuis des années, j'ai la photo de Jean-Paul Sartre. Donc, vous voyez, j'ai plein de choses qui ont sens ou pas de sens du tout. Comme je n'ai pas annoncé d'ailleurs que je me retirais de la vie publique. Hein. J'ai dit que vous arrêtez votre activité. Non, j'ai dit que je ne serais plus candidat. Non, j'ai dit que je ne serais plus candidat. On n'a pas tout compris, d'accord. Je ne serais plus candidat à rien. Donc en 2014, je ne serais pas candidat aux élections européennes. Et que je ne parlerai plus au nom d'un parti. Mais j'interviendrai dans le débat public, mais en tant que moi. Voilà, différemment. Alors justement, parce que ce que vous avez dit, ça a été beaucoup commenté, tout le monde n'a pas forcément très bien compris la preuve. Alors je vous propose de revoir quelques images, justement, cette déclaration, et puis d'autres images qui résument un peu vos relations pas toujours faciles avec les Verts français et Europe Écologie, et c'est commenté par le politologue Daniel Bois. Je vous montre. Autour de l'UMP, etc. On a vu beaucoup récemment des gens qui déchiraient leurs cartes, Moi, je ne etc. déchire pas les cartes, j'avais jamais de cartes. Sur la pointe des pieds, de manière assez discrète, Pas sur la finalement. pointe des pieds, puisque tout le monde le sait. C'est lui qui avait donné l'impulsion à Europe Écologie. Il n'est pas content de ce que c'est devenu Europe Écologie, parce qu'au fond, son projet à lui, d'origine, qui est une nouvelle forme du parti, c'est pas concrétisé. Alors, ceci dit, il n'a pas expliqué le mode d'emploi pour faire un nouveau parti. Hein. Donc il y a cette déception. En même temps, c'est à la fois rationnel et émotionnel, et ça exprime, je trouve, cet esprit 68ard, où on n'aimait pas les organisations. Il y a quelque chose de ça qui ressort, je trouve. C'est vrai qu'il faut se souvenir qu'en 2009, après la victoire aux Européennes, c'est là que Daniel Cohn-Bendit donne l'impression de vouloir s'investir à fond dans cette nouvelle formation. Je vous montre. Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly, José Bové, ce matin un trio vainqueur qui savoure son triomphe. Hier soir, le QG d'Europe Écologie était plein à craquer. Les responsables n'avaient pas prévu une telle affluence, mais surtout personne n'avait espéré un tel résultat. La joie se mêle à la surprise, alors qu'au fur et à mesure de la soirée, le score d'Europe Écologie augmente, pour finalement talonner celui du PS. Ce 7 juin, c'est le D-Day de l'écologie politique. Cette histoire d'amour, et je le maintiens, de ce rassemblement, elle peut continuer. Elle peut continuer si tout le monde prend ses responsabilités. Il est content, il est très content parce qu'il y a cette victoire, puis qu'il y a aussi l'idée qu'il a quand même réussi un truc qui était assez étonnant. C'est vrai, l'idée, elle n'était pas banale, quoi. Essayer de mettre ensemble ce courant des Verts un peu ancien, en 1984, les Verts un peu enquistés dans un espèce de gauchisme, je parle des adhérents, pas des électeurs, et puis d'autre côté, quelque chose d'assez différent, hein. Cette espèce d'autre courant oublié en route par les Verts, qui est le courant de l'environnementaliste. L'environnementalisme, pardon, Hulot et les autres, a priori, ils ne s'aiment pas tellement, quoi. Ils ne s'aiment même pas du tout.
Donc le coup de force d'avoir réussi à faire prendre une mayonnaise avec ces deux composants, je comprends son bonheur, mais il va être de courte durée parce que la séquence est longue qui mène au présidentiel. Parce que les Verts, c'est pas toujours facile non plus. On voit que c'est un parti pas évident. On n'aime pas les têtes qui dépassent. Est-ce que lui, c'est pas la tête qui dépasse finalement, comme on le voit là chez les Verts? Oui, mais c'est pas la peine de la couper parce qu'il n'est jamais sur le trône. Il est toujours un petit peu en retrait, un peu à côté. Donc il s'arrange toujours pour qu'on ne puisse pas véritablement le détrôner puisqu'il n'est pas dans les institutions. Et puis parce que dans le fond, les Verts l'aiment bien ou en tout cas qu'ils ne peuvent pas le mettre dehors parce qu'il représente quelque chose de symbolique. C'est vrai que tous les autres, à un moment ou à un autre, se sont fait couper leur tête, même les plus brillants, même les plus intelligents. Ben lui, on ne peut pas parce qu'il n'est pas vraiment le roi. Il est toujours le fou quelquefois, donc on ne peut pas couper la tête au fou. Il est finalement revenu, détendu, après une après-midi d'école buissonnière à la plage. Mais Daniel Cohn-Bendit n'a pas changé d'avis. Il prend ses distances avec Europe Écologie. Dany Zorro qui tape sur la table, ça suffit, ça suffit. Pour les Verts historiques, il ne s'agit que d'un incident mineur. Une réaction temporaire, qu'on pourrait appeler un petit peu le baby blues. Ce qui se passe à ce moment-là dans Europe Écologie Les Verts, c'est le moment le plus embêtant, le plus bureaucratique. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre les choses en place de façon sérieuse, c'est-à-dire imaginer des statuts. C'est un problème de bureaucrate là qui est en train de se poser. Et lui, il se veut justement pas un bureaucrate. Donc il va bouder dans un coin pendant que les bureaucrates font leur boulot. Et en même temps, il n'a pas complètement tort, ma mère. Il dit, c'est le baby blues. C'est vrai, il a lancé ce truc-là, ça lui échappe. Mais ça lui échappe parce qu'il ne veut pas l'élever, ce bébé. C'est pas son problème. Il voulait le faire naître, mais il ne voulait pas lui donner le biberon. D'accord, et donc en même temps, il n'est pas très content que ça marche sans lui, alors c'est ça? Vous pensez qu'il y a une dedans, ambivalence? Dehors, toujours, dedans, dehors. Voilà, je ne veux pas le faire marcher parce que c'est ennuyé, mais si ça marche sans moi, je ne suis pas très content. Alors, c'est ce qu'on a beaucoup dit de vous, hein, en reprenant la revue de presse du mois en France. Dedans, dehors, il veut pas, voilà. Là où il se trompe, c'est que ça marche pas. Il me dit, ça marche sans lui, il n'est pas content. Je suis pas content parce que ça marche pas. Si ça marchait sans moi, je trouve ça formidable. Vous savez, quand on a fait 16% en européenne et qu'on se retrouve à 2,2% en présidentielle et qu'on se retrouve quand même dans une situation où le crédit d'Europe Écologie dans la société est quand même au plus bas, on ne peut pas me dire qu'il n'est pas content parce que son enfant démontre son autonomie. Ça, c'était en 2010, quand Europe Écologie se crée, les statuts sont faits. Le problème, c'est que quand on voit 2011-2012, j'ai eu raison. Ils ont cassé la nouveauté, ils ont cassé la dynamique. Ils sont revenus à la case départ. D'ailleurs, écoutez, ceux qui parlent aujourd'hui, à part Cécile Deflot, qui a accompagné la campagne de 2009, que vous prenez comment il s'appelle, Jean-Vincent Placé et d'autres. Votre ami, je plaisante. Ils ont rien fait pour la campagne de 2009. Ils n'étaient pas là, ils étaient en vacances, ils étaient aux abonnés absents. Tout ça, ça avait dépassé. Et d'ailleurs, Jean-Vincent Placé a fait une très bonne déclaration en 2009. Il a dit, avec Dany Cohn-Bendit, on fait 8%, sinon on faisait 7%. C'est pas la peine de faire tout un tanamar pour 1%. Voilà. Manque de peau, on a fait 16. Vous avez fait 16, oui. Oui, donc. Et il y a deux choses dans ce que vous dites qui interpellent. C'est d'une part, quand vous citez Jean-Vincent Placé, c'est vrai qu'on a l'impression que vous n'entendez pas très bien, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi tous les épisodes avec donc Jean-Vincent Placé, on a l'impression, quand vous dites, quand vous le citez, que vous ressentez de l'ingratitude à votre égard, Non, que vous les avez trouvés c'est pas de l'ingratitude, c'est de l'ingratitude face à ce qu'on aurait pu être. Moi, ça m'est égal. D'accord, c'est pas perso, parce qu'on a l'impression souvent... Écoutez, hein, moi, je ne peux pas supporter une organisation où quand la secrétaire nationale montre son stylo à billes, moi, Cécile Duflot, regardez mon stylo à billes, je ne signerai jamais un accord avec le Parti socialiste s'il n'y a pas la sortie du nucléaire. Ils ont signé avec ce stylo à billes. C'est ma critique, c'est pas qu'ils aient signé, c'est péremptoire. Donc c'est cette culture politique que quoi, vous ne supportez plus parce que vous l'avez supporté des années? Non. Ouais, enfin, je l'ai supporté. D'abord, c'est pas vrai. Je suis venu la première fois, ma première campagne, c'était 99. Ouais, on va en voir un extrait d'ailleurs. 99. Et puis après, alors c'était pas le tel succès parce qu'on a fait que presque 10%. Hein, mais quand même, c'était un énorme succès à l'époque. Et puis après, on a déclaré, bon, maintenant, Dany peut rentrer. Ça y est, il a fait. Et c'est pas, je veux dire, peut-être qu'ils ont raison. Ils veulent être un tout petit parti qui n'a rien à dire. Ok. Alors, vous avez parlé de 99.
On va revoir justement quelques images parce que c'est pour ceux qui ont un petit peu oublié, c'est vrai que Daniel Cohn-Bendit, après 68, vous repartez en Allemagne, vous y restez 30 ans et vous revenez en France, alors vous allez nous expliquer comment et pourquoi, en 1999 pour faire la campagne des Européennes. On revoit quelques images commentées par le sociologue spécialiste d'Europe Écologie des Verts, Erwan Lecoeur. Je vous montre. Cohn-Bendit voit décidément du vert partout, même si Dominique Voynet est habillé en bleu. Bref, ce soir, c'était le dernier grand meeting des Verts au Zénith, devant une salle surchauffée et un Daniel Cohn-Bendit un peu angoissé. Il en fera l'aveu. C'est mon premier meeting à Paris après mai 68. C'est ça. Daniel Cohn-Bendit avait été élu en 1994 par les Verts allemands au Parlement européen. C'est une vieille volonté pour lui. C'est un homme de l'Europe, c'est un franco-allemand, européen, européiste pourrait-on dire d'ailleurs, qui est devenu écologiste dans les années 80 et qui s'est fait élire par les Grünen allemands. Et il revient en 1999 en France pour plusieurs raisons. D'abord parce que les Verts en France, qui participent au gouvernement, je le rappelle, on est au moment de la gauche plurielle ou majorité plurielle, Dominique Voynet est ministre et il est difficile pour une ministre je dirais d'être la tête de file d'une liste aux élections européennes. Mais c'est amusant qu'ils aient eu l'idée d'aller le rechercher, quoi, en fait. Alors, ce ne sont jamais tous les Verts qui vont chercher Daniel Cohn-Bendit. C'est toujours des gens qui ont intérêt à aller prendre ce trublion magnifique, un peu vert, un peu rouge, et qui joue quelque chose dans notre imaginaire collectif avec mai 68. Et donc, Noël Mamère et d'autres proposent à Dany Cohn-Bendit, est-ce que tu veux revenir pour les européennes? Ce n'est pas forcément ce qui va faire le plus plaisir à Dominique Voynet et ses amis, qui vont du coup se retrouver un petit peu pris en otage par Cohn-Bendit qui fait sa campagne comme il le veut. Mais il y a aussi autre chose, c'est que dans un parti, il n'y a pas la place pour X leader. Et donc si Daniel Cohn-Bendit revient et qu'il devient un peu trop près du cœur des électeurs et des militants écologistes, eh bien ses amis, notamment Noël Mamère, pourraient prendre le dessus sur les amis de Dominique Voynet. Vous voyez, chez les Verts, il y a toujours aussi des histoires un peu interno-internes derrière tout ça. C'est ça en fait, vous pensez, ils ont eu peur que vous preniez, c'est vrai que vous prenez bien la lumière, vous êtes une personnalité voilà, sympathique, médiatique, etc. Vous pensez que vous leur avez fait peur ou vous pensez finalement, comme le disait le politologue tout à l'heure, Daniel Bois, que finalement vous avez toujours été dans cette place un peu du fou et pas du roi et qui n'ont jamais voulu vous couper la tête à cause de ça? Ces Verts qui aiment couper les têtes. D'abord, c'est pas tout à fait vrai qu'il y en a beaucoup qui auraient aimé et qui aiment toujours me couper la tête. Donc, mais c'est vrai que j'ai pas envie d'être roi. Je veux dire, j'ai pas envie de diriger une organisation. C'est pas ma tasse de thé, c'est pas mon tempérament. Ça ne m'amuse pas beaucoup et je trouve ça un peu complètement inutile. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que dans cette, par exemple, campagne de 99, il y a eu de fortes tensions sur des sujets. Par exemple, moi j'ai soutenu, disons, l'idée d'une intervention au Kosovo et surtout en Bosnie. Après ce qui s'était passé, c'était Srebrenica et tout ça, et les Verts étaient pacifistes qu'ils étaient mal à l'aise avec mes interventions. Mais ce qui les a surpris, et tout le monde m'a prédit que ça serait une catastrophe électorale parce que une certaine électorat de gauche irait vers l'extrême gauche parce que justement... vous souteniez cette... Et puis au contraire, plus je parlais, plus ça avait du succès dans les meetings parce que les gens comprenaient ce que j'expliquais. Je crois, bon voilà, c'est vrai que... Et puis c'est vrai, il y a une paranoïa. Il y avait une paranoïa, d'ailleurs qu'on a retrouvée 10 ans après, qui est Dany vient et s'il fait un bon score, il veut prendre le parti. Ils n'ont jamais compris, et d'ailleurs Bois non plus, n'ont jamais compris que prendre un parti, ça ne m'intéresse pas. Que ce n'est pas ma manière de faire de la politique, ce n'est pas mon intérêt. Mais c'est vrai qu'après, en 2009, j'avais l'idée qu'on aurait pu faire tous ensemble quelque chose d'autre. Et c'est ça qu'on a raté. Quand je dis on, c'est aussi moi. Vous dites j'ai peut-être ma part de responsabilité, puis vous dites aussi... J'ai pas dit peut-être, j'ai dit j'ai ma part de responsabilité. Vous avez votre part de responsabilité, vous allez peut-être nous dire laquelle, même si vous êtes déjà revenu dessus. Mais vous dites c'est inutile de diriger un parti, en même temps c'est extrêmement compliqué de dire on laisse faire les autres, on les choisit pas, on se met à l'écart... Enfin, à l'écart, on les laisse faire, et puis comment on peut faire? Est-ce que vous y avez... C'est tout à fait vrai. J'ai fait des propositions. J'ai fait des propositions de réorganiser, de rééquilibrer, d'avoir des personnes qui venaient, qui avaient du courant traditionnel des Verts, et de personnes
qui venaient d'autres courants et que ces personnes ensemble puissent justement diriger le nouveau parti, ça a toujours été refusé. C'est pas vrai que j'ai donné des idées comment rééquilibrer. Donc j'ai fait des propositions. C'est pas vrai. Mais j'ai perdu. Et vous dites j'ai ma part de responsabilité. En 2 mots, c'est laquelle est-ce parce que là, si vous avez pris cette décision là aujourd'hui. Non, cette décision de ne pas être candidat, c'est plutôt lié à une évolution personnelle, à des décisions personnelles. C'est un peu lié à la maladie que j'avais, c'est lié aussi au fait... Vos problèmes de hanche, c'est ça? Non, les problèmes de hanche, ça c'était... Avant, non, parce que d'accord. Parce que vous parlez beaucoup de vos problèmes de santé par rapport aux politiques classiques, d'ailleurs, qui n'en parlent jamais, c'est étonnant d'ailleurs. Mon problème de hanche, c'était pendant la campagne de 2009. Non, pendant la campagne, où c'est vrai que c'était très dur. Non, j'ai eu... un nodule cancéreux à la thyroïde qui a été, bon maintenant c'est réglé, mais c'était il y a 1 an et demi, et donc c'est choquant. C'est choquant, vous vous dites, tiens, je suis vulnérable, comme tout le monde, et donc me dire, parce que ça aussi c'est intéressant, je vais avoir 68 ans, donc j'arrête à 69 ans. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que tous les Verts vont manifester pour la retraite à 60, et quand quelqu'un dit je vais me retirer d'être candidat à 69 ans, il dit ah non, tu ne peux pas nous lâcher. Qui manifeste pour que tout le monde travaille jusqu'à 69 ans. Je veux dire, il y a quelque chose d'absurde dans cette histoire. Et maintenant, je veux peut-être, j'ai une dizaine d'années devant moi, pour faire autrement, où je peux peut-être réorganiser ma vie autrement. Ma femme part à la retraite, donc ensemble, est-ce qu'on peut avoir des projets ensemble, puisqu'elle est enseignante, et moi, donc on était... Je veux dire, c'est tout à fait normal. Donc il y a aussi un tas de raisons personnelles et le fait que c'est vrai que je suis incapable aujourd'hui de parler au nom d'Europe Écologie. Alors c'est